Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire que nous organisons. On a regardé juste avant de venir, il y a à peu près une 140aine d'inscrits, donc merci de votre intérêt pour le sujet. Aujourd'hui, l'idée effectivement est de, pendant 20-25 minutes pouvoir échanger de nos expériences, expertises autour du webinaire. Le sujet qu'on a décidé de présenter aujourd'hui, c'est 5 stratégies de webinaire à connaître pour engager vos prospects dans le retail et le e-commerce. D'accord ? J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui sur le plateau Morgane Benoît qui a fait le déplacement depuis Marseille. Donc merci beaucoup Morgane d'être venue. Bonjour Simon et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je travaille chez Oxatis depuis 5 ans aujourd'hui. Je suis responsable marketing acquisition. Et mon objectif, c'est de pouvoir proposer notre solution, qui est une solution de création de sites e-commerce pour aider toutes les PME qui souhaitent développer leur activité en ligne à avoir le bon outil. Et mon objectif, c'est de pouvoir justement vous dire en quoi le webinaire m'a permis de trouver des nouveaux clients et de développer notre chiffre d'affaires. D'accord, super, merci. J'ai également Sandra Vicente qui est sur le plateau. Merci Sandra. Si tu veux nous expliquer rapidement... Bien sûr. Moi, je suis Sandra Vicente, je travaille au sein de la marque LSA, je suis directrice de clientèle et mon rôle depuis 3 ans est d'accompagner mes clients dans leur recherche d'expertise, de notoriété et de visibilité. Et les webinaires font partie effectivement des propositions que nous offrons à nos clients aujourd'hui. Super. Donc je suis pour ma part Simon Knapp-Nougel, je suis donc consultant en webinaire chez Webikeo, qui est le leader français de la mise en place de webinaires B2B. J'accompagne une centaine de clients depuis maintenant près de 4 ans dans la mise en place justement de leur stratégie webinar, dont Oxatis depuis près de 3 ans. Bon, les présentations étant faites, allons-y, allons dans le vif du sujet. Avant de parler très concret avec Morgane notamment sur ses stratégies webinaires, ses résultats, ses objectifs, une petite information qui est assez intéressante autour de l'inbound marketing et du content marketing. Effectivement, le webinaire entre dans ces stratégies marketing dites inbound et content. L'idée est de venir asseoir son expertise, présenter ses expertises auprès d'une audience ciblée pour, à terme, transmettre les contacts des personnes engagées et qualifiées aux équipes commerciales, aux sales. Il y a donc une étude qui a été faite et qui dit que près de 60% de la décision d'achat d'un prospect est réalisée grâce aux informations qu'il a trouvées en ligne avant même d'être mis en relation avec un service commercial. D'accord ? Donc on se rend compte de l'intérêt et de l'importance qu'a pris aujourd'hui en France notamment, ces stratégies inbound marketing et content marketing. D'accord ? Est-ce que certains de mes intervenants sur le plateau veulent ajouter un élément là-dessus ? Non, moi je maintiens par contre qu'effectivement en B2B, l'inbound marketing aujourd'hui c'est indispensable et c'est une stratégie qu'on essaye de développer de plus en plus. Et c'est vraiment intéressant de parler du webinaire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a pris, c'est un levier qui a pris une place primordiale dans notre stratégie d'inbound marketing. D'accord. Merci Morgane. Sandra, petite question. Au niveau de tes annonceurs, oui. Est-ce que tu te rends compte que l'inbound est intégré, le content marketing, alors que ce soit du webinaire bien évidemment, du livre blanc, des infographies, est-ce que tu te rends compte que ça a évolué depuis quelques années Oui, clairement. Pour le coup, moi mes annonceurs sont vraiment en quête et en recherche d'expertise en permanence. Communiquer pour communiquer à pas grand intérêt s'il n'y a pas de contenu et s'il n'y a pas de comment dirais-je, de contenu et de sources en fait intéressantes derrière. L'idée aujourd'hui, c'est que les clients ont une envie de prendre la parole, mais de prendre la parole de façon utile. Ils veulent prendre la parole sur des thématiques, se positionner, tout simplement pour faire preuve de leur expertise et tout simplement en fait pour montrer un petit peu leur différence sur le marché par rapport à leurs concurrents, parce que les concurrents sont plutôt assez nombreux. D'accord, ok. Donc, on confirme tous cette stat. Merci de ne pas l'avoir contredit, ça fait plaisir. J'aurais pu être piégé. Alors, en introduction, le webinaire connaît aujourd'hui de différents usages, bien évidemment. On va les scanner assez rapidement pour justement que vous, dans l'audience, vous puissiez aussi découvrir les différents usages du webinaire. On les a classés à peu près à 8 cases. Première case, on va dire que le webinaire permet de faire de l'acquisition de nouveaux contacts. C'est certainement aujourd'hui le levier le plus utilisé avec Webikeo, avec les équipes LSA, et ce que vient partager surtout aujourd'hui Oxatis, parce qu'on se rend compte que c'est un des besoins principaux aujourd'hui de nos différents annonceurs et clients, l'acquisition de nouveaux contacts.
Ensuite, également un besoin fondamental, le nurturing des bases prospects. Proposer des rendez-vous digitaux réguliers avec vos prospects, avec vos bases, pour justement les nurturer, comme on va dire en marketing, donc les alimenter, les fidéliser régulièrement. Troisième intérêt, troisième cas d'usage, la formation interne. Je vais proposer des sessions de formation à mes collaborateurs qui sont sur différents sites. Bon. Quatrième cas d'utilisation, les ventes additionnelles. Je vais utiliser le webinar pour inviter des clients, éventuellement, et faire du cross-selling, des ventes additionnelles. D'accord ? Celui-là, souvent on n'y pense pas, et c'est des bonnes surprises de la part de nos clients qui disent « Tiens, grâce au webinar, j'ai fait des ventes additionnelles. » Bon, tant mieux. Cinquième cas d'utilisation, la fidélisation. On va rejoindre un petit peu le nurturing des prospects. Par contre, là, on se base au niveau des clients. Je vais fidéliser mes clients. Toujours le même leitmotiv. J'invite de manière régulière mes clients à des sessions digitales où un expert renforce l'expertise produit, l'expertise métier de la solution que l'annonceur commercialise. Bon. Je peux, grâce au webinar, faire des démos, que ce soit des démos produits, des démos solutions, que ce soit via un partage d'écran, que ce soit sur site, en filmant une machine-outil, enfin voilà, plein de choses, une usine. Le champ des possibles est juste illimité, j'ai envie de dire. Avant-dernier cas d'utilisation que l'on a nous répertorié, mais allez-y, les usages sont ouverts. Le recrutement de collaborateurs. Utiliser le webinar pour renforcer la marque employeur. Et in fine, aller recruter d'éventuels nouveaux collaborateurs. Bon. Et puis, dernier cas d'usage, l'animation de réseau. Quand on dit animation de réseau, on pense animation de réseau de distribution. Je suis un franchiseur, j'ai beaucoup de franchisés, je vais utiliser le webinar par exemple pour alimenter mon réseau de distribution, en propre ou en franchise. D'accord ? Voilà dans les grandes lignes. Okay ? Oxatis, je vois que j'ai une petite case Oxatis et vous. Donc Morgane, si tu veux bien, rapidement, je sais qu'on va l'évoquer plus en détail juste après, nous dire toi dans ces 8 cas d'utilisation, lesquels chez Oxatis tu actives, j'ai envie de dire. Alors moi, les principaux cas d'utilisation que j'utilise, ça va être l'acquisition de nouveaux contacts. Ensuite, ça va être vraiment le nurturing de base prospect, les ventes additionnelles et dans une moindre mesure, la fidélisation client. D'accord, ok. Très bien. Donc, 3 cas sur 8 à peu près aujourd'hui. Majoritairement. Après, tous les usages existent, sauf j'utilise pas trop la partie recrutement. D'accord. Mais sinon, le reste, ça sert à tout le monde, effectivement. D'accord. Ok. Dernière partie théorique, avant de passer dans le cas pratique. Lorsqu'on met en place une stratégie webinar, une stratégie webinar marketing, comme je l'ai dit, le webinar marketing entre dans la grande famille de l'inbound, on va mettre en place des tunnels de conversion, des entonnoirs de conversion. Et sur la slide suivante, on va découvrir qu'il existe différentes étapes, différents stages dans ce tunnel de conversion, dans cet entonnoir. Le premier stade, on va dire que l'entonnoir est très ouvert, et on va au fur et à mesure le refermer. Il s'agit de l'étape de découverte. Donc je vais utiliser le webinar pour essayer de drainer un maximum d'audience dans ma salle de webinar. Je vais donc parler de sujets de vulgarisation, d'évangélisation, pour renforcer ma visibilité, ma notoriété. Je ne vais pas chercher à ce stade-là à avoir un ROI. Je vais chercher à ce stade-là d'avoir un maximum d'inscrits, un maximum de participants dans ma salle de webinar. D'accord ? Très important. On est très ouvert. Et on va commencer à refermer cet entonnoir avec un stage de considération. D'accord ? Dans le stage de considération, donc là, je vais introduire une notion qu'on appelle les MQL. Alors, petite parenthèse, je vais essayer de ne pas trop en faire. On a pu regarder donc, avant le webinar que la liste des inscrits, puisqu'on a eu accès à la liste des inscrits. Donc, on a vu les sociétés, c'est assez hétérogène. On a des TPE, on a des grands comptes dans la salle. Je ne connais pas le niveau de connaissance marketing de l'audience, donc simplement dans les grandes lignes, un MQL, c'est ce qu'on va appeler un Marketing Qualified Lead. C'est donc un prospect qui a le persona marketing de votre cœur de cible. D'accord ? Je veux m'adresser, je prends le cas d'Oxatis, je prends un risque, un gérant de PME qui veut lancer un site e-commerce. Exactement. D'accord ? Dirigeant d'entreprise, responsable marketing, voilà. D'accord, donc Morgane a défini avec son équipe marketing que son cœur de cible, c'est le gérant d'une PME ou le directeur marketing, voilà, qui veut se lancer dans l'e-commerce. C'est donc pour elle un MQL. Elle va donc à un moment donné lui proposer des sujets pour drainer des MQL. On est donc l'entonnoir est un peu plus refermé.
Troisième type de webinar, je vais essayer de pas trop m'attarder, la décision. Je vais transformer ces MQL, qui sont donc mes profils de prospects, en SQL, Sales Qualified Lead. Le MQL était un Marketing Qualified Lead, il répond au persona marketing de Morgane, par exemple dans l'exemple. Le Sales Qualified Lead va en plus avoir potentiellement une appétence supérieure pour des projets, pour des sujets que Morgane aura définis, en disant tiens, lui il a peut-être un projet. Je peux le passer à mes équipes sales, je peux le passer à mes commerciaux. Hein, donc on se rend bien compte que l'entonnoir est refermé. Dernier cas d'utilisation du webinar, la loyauté. Hein, donc je vais inviter mes clients, comme on l'a vu en introduction, pour les fidéliser et aller chercher avec des guillemets du cross-selling, de l'upselling. Voilà vraiment dans les grandes lignes les différents cas d'usage du webinar. Vous, aujourd'hui maintenant, après une dizaine de minutes de présentation, vous êtes donc expert en webinar et on va parler concret maintenant. Hein. Assez parler théorie, parlons concret. Si on peut voir dans la slide suivante que chaque étape a donc un sujet très, très particulier. Et je vais donc passer la parole à Morgane qui va nous expliquer un petit peu cet entonnoir de conversion, cet entonnoir de webinar marketing, comment elle le construit et sujet après sujet, nous allons rentrer dans le détail. D'accord ? Alors justement, quand on décide de faire un webinar, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de définir quel est son objectif. Est-ce qu'on souhaite gagner en notoriété ou est-ce qu'on souhaite gagner en conversion, très clairement. Donc là, typiquement, le premier exemple, c'est un webinar découverte. Là, l'objectif, ça va être de mettre en avant sa marque, de mettre en avant, comme tu disais Simon, un thème qui est assez généraliste, assez évangélisateur pour pouvoir améliorer notre notoriété et maximiser le nombre d'inscrits. Puis après, on a des thèmes qui sont plutôt engageants, où là, on va essayer d'impliquer nos prospects. Puis on a des thèmes qui permettent de fidéliser, où là, typiquement, j'ai pris un thème qui pouvait servir nos clients et potentiellement générer des ventes supplémentaires, qui était un des 8 objectifs que tu as dit tout à l'heure. D'accord. Ça veut dire que, j'en phase un tout petit peu, chaque webinar n'a pas le même objectif en termes de ROI, en termes d'objectifs pour le coup. Hein. C'est chaque webinar à son objectif propre. Bien sûr, c'est comme tu l'as tout bien dit tout à l'heure, on a vraiment la partie découverte où là, on ne cherche très clairement pas à faire du ROI. Et c'est vraiment quand on fait des sujets où on va mettre en avant la solution qu'on propose, où on va très clairement préciser le cœur de cible qu'on souhaite toucher, où là, on va être dans une dynamique plus héroïste. Et en fait, du coup, l'idée, c'est qu'au départ, tu pars sur comme disait Simon, une forme d'entonnoir où tu vas créer, fédérer, générer une communauté et que tu vas aller, en fait, au fur et à mesure des thématiques que vous sélectionnez, que vous choisissez, affiner de plus en plus pour aller sur du lead de plus en plus qualifié et de plus en plus chaud. C'est tout à fait ça le principe. Et sur vos thématiques, du coup, en l'occurrence, vous les déterminez en fonction de vos objectifs commerciaux, en fonction de sujets spécifiques, d'actualités chaudes. On les détermine en fonction surtout de nos objectifs commerciaux et marketing. Évidemment, le rôle de toute entreprise, c'est de dégager du chiffre d'affaires. Mais encore une fois, pour dégager du chiffre d'affaires, il faut attirer du monde, il faut réussir à se faire connaître. Donc c'est pour ça qu'on met en place des webinars découvertes avant des webinars de considération, de décision, pour justement les éduquer, les informer. Et une fois qu'on instaure une relation, on va dire, de confiance, où la personne fait confiance à notre expertise avant de découvrir notre produit, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Super. Un cas concret, premier sujet donc de découverte. Si on peut avoir la slide justement où on présente ce sujet et ses résultats. Donc Morgane, sur ce sujet, quelles sont les tendances e-commerce de 2019 avec ton équipe marketing? Voilà, c'est quoi le début? C'est quoi? Tiens, je vais faire un webinar. Explique-nous un peu la démarche, comment tu définis ce sujet, et puis peut-être nous parler un petit peu des résultats. Qu'est-ce que ça, voilà, comment tu les analyses? Donc là, la démarche, elle était assez simple. Vous le voyez, on l'a animé en plus en janvier. On s'est dit qu'il nous fallait un thème un petit peu sexy, qui va ramener du monde, qui va pouvoir évangéliser et surtout, voilà, vraiment permettre de nous faire connaître. C'est un thème qui est assez porteur et qui attire du trafic. On le voit, les tendances e-commerce, c'est quelque chose qui marche. Et ça, l'objectif du coup de l'équipe, c'était vraiment de pouvoir mettre en avant la marque. Enfin non, justement, pas vraiment mettre en avant la marque, mais plutôt mettre en avant le thème et du coup attirer du monde, augmenter notre notoriété. On n'était pas du tout dans une logique de conversion. D'accord. D'accord, très bien. Donc 173 participants live, 132 participants en replay. Je vois qu'il y a du téléchargement de documents, 174.
quel document tu mets en téléchargement, pourquoi, et peut-être, petite parenthèse, encore une fois, j'en ferai pas beaucoup, mais j'en fais une. Comme on l'a dit tout à l'heure, le webinar, c'est de l'inbound marketing. J'imagine, j'anticipe un tout petit peu, on peut mettre un livre blanc en téléchargement qui reste dans la même famille, justement, marketing que le webinar. C'est ce type de document que tu laisses ou pas? Alors en téléchargement, on laisse plusieurs choses. On laisse déjà de façon, de façon régulière la présentation qu'on utilise pour le webinar, notre support. Mais ensuite, on essaye toujours de mettre un contenu qui soit en lien avec le webinar. Typiquement, là, ce qu'on avait fait, c'est que, tu l'as dit, on a des livres blancs, on a des supports plus pratiques, on va dire, on en parlera tout à l'heure. Mais là, on avait mis en téléchargement une infographie qu'on avait fait sur les 10 tendances e-commerce, et c'est quelque chose qui est assez téléchargé en plus. L'infographie, c'est un format qui marche en marketing. Donc voilà, à chaque webinar, son support à télécharger. D'accord. Sur le document à télécharger, du coup, vous attendez qu'on vous fasse la demande en termes de téléchargement, ce qui donne un intérêt plus important pour le lead qui pose la question, ou est-ce que vous le mettez habituellement en téléchargement ouvert et disponible tout de suite après la séance? Alors généralement, on fait les deux. Parce que pour les personnes qui regardent le replay, c'est important de pouvoir le télécharger, et pour les personnes qui sont en live, on met des fois le lien directement dans le chat. D'accord. Ok. Donc là, on était sur un sujet de découverte, de vulgarisation, on l'a bien compris, c'est assez éloquent. Deuxième sujet, on va commencer à refermer l'entonnoir, du coup. Je te laisse commenter, Morgane. Donc là, l'objectif, il est un petit peu différent. Une fois qu'on a réussi à attirer du monde avec un sujet très généraliste sur les tendances e-commerce, notre objectif, ça va être de mettre en avant notre expertise et d'engager le prospect, de susciter de l'interaction pendant le webinar. Donc là, on a vraiment décidé de faire un webinar plus pratique sur la rédaction du cahier des charges pour la création de son site e-commerce. Typiquement, on a un côté assez... présentation comme d'habitude, et après on leur fournit un modèle de cahier des charges pour qu'ensemble on puisse étudier et se baser, en fait avoir la même référence, le même support pendant tout le webinar. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça suscite encore une fois beaucoup plus d'engagement. Enfin, on n'est pas là à vous écouter, la personne veut savoir comment est-ce qu'on va remplir son cahier des charges. Donc c'est là qu'on voit qu'on commence à arriver à intégrer le prospect dans un véritable tunnel de conversion. D'accord, c'est-à-dire que pendant le webinar, tu lui envoies un document. Exactement. Je lui envoie le modèle, après je le mets en téléchargement encore une fois pour toutes les personnes qui souhaitent accéder au replay ou uniquement télécharger ce document sans forcément visionner le webinar. Mais du coup, le document vient aider le webinar et inversement. Ah bien sûr, super intéressant. D'accord. Donc effectivement, sur ce type de webinar, notamment grâce à ce levier de partager un document et de le commenter ensemble, de le travailler ensemble, tu engages vraiment tes participants sur ton cahier des charges ou in fine leur cahier des charges. Tout à fait. C'est vraiment le but en fait pour nous du webinar, c'est de pouvoir avoir un véritable échange avec le prospect, même si c'est pas de façon directe, mais c'est encore mieux. Des fois, ça évite trop de brouhaha entre guillemets et ça marche. D'accord. Et petite question du coup, en termes d'engagement, est-ce qu'il y a plus d'engagement sur les personnes qui sont en live direct et qui posent des questions et qui vont télécharger les infos, ou plus d'engagement au final sur les personnes qui vont prendre le temps chez elles en replay à regarder, à prendre le temps en fait d'échanger. Enfin, l'engagement il est quasi identique. Est-ce que tu as un retour là-dessus? Alors en fait ça marche vraiment dans les deux sens et ça nous permet d'avoir deux objectifs distincts. Le premier, c'est pendant le live, ça nous permet d'apporter de l'expertise à l'ensemble de la salle. Et dans un second temps, si c'est une personne qui va regarder le replay et qui va avoir le modèle de cahier des charges devant les yeux, on sait que ça va être potentiellement un point de contact qui sera très intéressant pour nous aussi parce qu'on sera en one-to-one et on pourra directement échanger sur le projet de la personne en question. Donc les auditeurs, on va dire en replay, sont pratiquement aussi importants que les auditeurs live. Bien sûr, surtout que nous, on s'adresse à une cible de PME et donc tu l'as dit Simon, on s'adresse surtout à des dirigeants de PME et les dirigeants de PME, ils n'ont pas forcément le temps à 10h le jeudi d'assister au webinar. Donc ils le regardent le soir en rentrant, voilà. Donc la valeur d'un contact engagé, d'une personne qui a visionné un webinar en live ou en replay est la même. Pour moi, elle est tout à fait identique. D'accord. Je partage ton avis, mais c'est intéressant de l'avoir en tout cas en live. Troisième type de sujet, on l'a vu dans le fameux entonnoir inbound marketing du webinar. Alors là, on a considération plus, on a été dans la finesse. C'est quasiment de la décision. Générer donc des leads qualifiés.
hein, comme on le voit sur la slide précédente. Est-ce que Gauthier, tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît? Générer des leads qualifiés. Voilà, celle-ci, merci. Ton objectif, tes résultats par rapport à voilà, ce type de webinaire? Alors mon objectif à ce stade, ça va être vraiment de pouvoir montrer que je m'adresse à une typologie d'entreprise. Là, typiquement, ce sont les PME qui ont un site qui est connecté à leur gestion commerciale. C'est-à-dire que je vais apporter un conseil très spécifique sur, pour moi, des MQL, comme tu l'as dit tout à l'heure, des potentiels clients à très forte valeur pour Oxatis, parce que c'est là qu'on peut avoir typiquement, dans notre cœur de métier, on va dire un panier moyen qui soit plus élevé et plus intéressant. Donc l'objectif, ce n'est pas d'attirer du monde, d'attirer beaucoup d'inscrits dans ma salle, mais c'est d'attirer des leads qui sont qualifiés, qui correspondent exactement sur ce à quoi on veut toucher. D'accord. C'est pour ça que dans le titre du webinaire, tu nommes ta cible? Tout à fait. Pour essayer d'avoir le maximum de MQL, voire même de SQL, enfin du cœur de cible. Puis c'est aussi pour l'audience, il y a bien sûr une partie pour nous, mais si on s'adresse à une personne qui crée son entreprise, qui n'a pas de système d'information et qui participe à ce webinaire, si c'est une TPE qui n'a pas de site e-commerce connecté à son logiciel de gestion commerciale, cette personne risque de perdre son temps. Donc c'est et pour eux et pour nous. D'accord, ok. On voit par rapport à tout à l'heure, pour rebondir un petit peu sur les chiffres, moi j'aime beaucoup les chiffres et leur analyse, on a 30 personnes en live, tout à l'heure on avait je crois une 150, 130, 150, là on en a 30 qui sont venus en live, 26 en replay, 6 téléchargements de documents, par rapport aux 141 inscrits. Est-ce que sur ce type de webinaire, à la fin du webinaire, on a une déception ou finalement, puisque la qualité est là, tu te dis, tiens, quand même, 30 personnes, enfin 30 plus 26, ça fait 56, plus 6, 62. J'imagine qu'il y a des doublons, bon, une cinquantaine de contacts dans la cible. Le bilan est positif sur ce type de webinaire? Bien sûr, le bilan est très positif parce qu'encore une fois, on sait, il faut toujours dire quel objectif on veut avoir. Une fois qu'on a compris son objectif, là, ce qu'on recherche, ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Et là, on voit qu'on a 80% des participants qui sont très investis dans le webinaire, qui posent des questions, là, dans ce cadre-là, assez techniques. Mais c'est normal, on s'y attend. Donc non, pas du tout d'effet déceptif. D'accord. Ok. On va aborder la dernière slide, me semble-t-il, sur la stratégie, l'avant-dernière. Convertir les leads en clients, la fameuse conversion, là où je pense que tu vas justement piloter du ROI, j'imagine, sur ce type de webinaire. Donc on arrive en fin d'entonnoir, en fin de stratégie inbound marketing, avant d'en lancer une suivante, bien évidemment, c'est en perpétuel recommencement. Voilà, toujours pareil, objectif, comment tu définis le sujet, et un petit feedback peut-être, si tu peux, peut-être sur le ROI, peut-être sur le traitement. Tiens, j'aimerais bien qu'on parle aussi du traitement post-webinaire. Quelles actions tu mets en place pour que notre audience puisse aussi avancer dans la réflexion? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la phase de découverte, ensuite on a eu la phase d'engagement, et là, si on suit même les thèmes qu'on a eus à ce stade, on se dit que la personne, elle a compris le potentiel du e-commerce, elle a les supports qui lui permettent de formaliser ses besoins, de formaliser son projet et ses objectifs. Et là, on va être dans la phase où, potentiellement, on se dit le prospect va devoir choisir son prestataire, le partenaire qui va pouvoir l'accompagner à développer son chiffre d'affaires, et on sait l'importance d'un business. Donc pour nous, l'idée, c'est de dire pourquoi est-ce que vous devriez nous choisir, nous. Donc encore une fois, on n'est pas dans un thème qui doit apporter beaucoup de volume, mais nous, ce qu'on souhaite toucher, ce sont vraiment des prospects qui sont qualifiés, qui veulent vraiment développer leur chiffre d'affaires en ligne, qui ont un projet très concret. Donc là, on va mettre notre solution en avant, et on le dit très clairement dans le titre. On ne vous dit pas, on va vous parler de telle personne ou de telle technologie. Non, on va vous parler de nous, Oxatis, qu'est-ce qu'on peut vous offrir, quelle valeur ajoutée on a pour votre business. D'accord. Je vais être insistant, si tu peux. En termes de ROI, j'imagine évidemment que c'est sur ce type de webinaire que tu vas aller chercher du ROI. Un ROI sur un webinaire, toi qui en fais beaucoup depuis plusieurs années, que c'est du coup intégré, partie intégrante de tes actions de marketing, mix marketing. C'est quoi un ROI moyen chez toi, dans tes OP, du webinaire? Alors j'ai fait exprès de te faire attendre parce que c'est une réponse qui est très positive. Le webinar marketing, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un ROI de 5. C'est pas un webinar, on va dire, généraliste qui va nous permettre d'apporter beaucoup de ROI, mais c'est plutôt le fait d'animer des webinars de façon régulière qui va nous permettre d'informer, d'éduquer, de fidéliser le prospect qui, au bout d'un moment, va convertir. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir un très bon ROI. Et on le voit, on a
deux leviers pour générer du chiffre d'affaires via ce canal. On a des ventes qui sont faites directement après le webinar, où là, on va dire, c'est plutôt un coup de chance, mais s'il y a des personnes qui participent au webinar qui sont sur un stade avancé, c'est très intéressant. Donc, c'est ce qu'on dit, les ventes directes, j'appelle ça. Et après, on a toute la partie indirecte, où ce sont des personnes qui ont interagi avec plusieurs, on va dire, canaux d'acquisition ou plusieurs contenus, toujours dans une stratégie d'inbound marketing. Et du coup, c'est typiquement, ils ont participé à un webinar, ils ont ouvert un de vos emails, ils ont téléchargé un de vos cahiers des charges pendant le replay. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va vendre, donc de façon plutôt indirecte. Mais du coup, les résultats sont très positifs et on en est très satisfait. D'accord, super, merci du partage d'expérience. Si on était aux États-Unis, je ferais des grands signes x5, x5, x5 aux États-Unis. C'est super intéressant. Je voudrais quand même préciser que je pense que le ROI dépend de beaucoup de choses, du cycle de vente, du panier moyen des produits que tu vends. C'est pas une norme, hein, le ROI x5, mais c'est vrai que chez nos clients, chez Oxatis aujourd'hui, c'est un retour qui est très positif. Tant mieux, merci de le partager parce que c'est pas tout le temps le cas et simple de partager ces infos qui sont parfois confidentielles. ROI x5, je note. Dernière slide pour parler du retour expérience Oxatis, qui me paraît très intéressante, toujours dans l'inbound, la notion de récurrence. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer quel impact tu peux toi analyser sur la récurrence? C'est vrai que vous faites beaucoup de webinars, à peu près un par mois. Voilà. Pourquoi est-ce que effectivement les prospects vont de webinar en webinar? Comment tu le... Alors, on a vraiment des prospects qui sont là pour nous suivre. Ça se voit, ils participent de façon très régulière au webinar. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être très éduquées, d'être très informées avant de se lancer, qui ont peut-être envie d'instaurer une relation de confiance, qui posent constamment des questions à tous les webinars. C'est très intéressant. Et on va dire, des one-shots, des personnes qui participent à un thème parce qu'à ce moment-là, c'est la problématique qu'ils ont. D'accord. Donc oui, on anime des webinars de façon très régulière et ça permet de répondre à des objectifs pour les personnes qui assistent qui sont complètement différents. Et pour nous, ça nous permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première chose que j'ai dit, c'est d'augmenter la notoriété de notre marque et puis forcément de générer du chiffre d'affaires. Ok, et super. Est-ce que tu aurais des conseils à des entreprises ou des clients qui se posent encore la question de passer le pas, de réaliser un webinar, les freins qu'ils peuvent émettre ou avoir, je ne sais pas, sur le contenu, le temps à passer sur une thématique. Pour toi, quel est le best practice ou le top 3 des choses à bien faire pour pouvoir optimiser et capitaliser justement sur un webinar? Alors pour moi, il y a 3 choses. C'est définir son objectif, prendre le temps de faire une présentation qui a de la valeur ajoutée, et surtout, je dirais le plus important, c'est ce qui se passe. Bon, il y a l'animation, bien évidemment, mais après, il y a ce qui se passe post-webinar. C'est-à-dire que quand on anime un webinar, c'est toujours pareil, il faut se dire qu'est-ce que je vais faire à la fin sur les personnes qui ont participé. Typiquement, sur des personnes qui ont été très actives pendant le webinar, on va se dire que ce sont des personnes qui sont potentiellement plus chaudes, ça va être des prospects qui sont plus intéressants, donc ceux-là, on va peut-être les envoyer directement à nos équipes commerciales. Pour un rappel, ça peut être en mode enquête aussi. Alors, vous avez participé à ce webinaire. Est-ce que vous avez eu les conseils que vous attendiez? Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, vous avez participé, c'est parce que vous avez un projet. Et là, on peut entamer une véritable découverte de projet. Ou ce sont des personnes qui ont participé, qui ont été à l'écoute, mais qui n'ont pas forcément interagi, et on était sur un thème un peu généraliste. Là, on va plutôt décider de les intégrer typiquement dans un scénario de marketing automation, où on va les nurturer, leur envoyer des mails régulièrement, et du contenu qui soit en lien autour du webinar qu'on a animé. Ok, super. J'allais dire quelque chose, j'ai oublié. C'est vachement bien. Non, c'était effectivement sur la partie marketing automation, le webinar. Je sais effectivement que tu es équipé d'une solution de marketing automation, donc tu intègres tous ces participants à ta solution de marketing automation que tu nurtures grâce à ces scénarios que tu fais en amont. Bien sûr. En fait, ce que je fais quand je décide de nurturer des participants, c'est que j'ai donc la liste de participants que je vais intégrer dans mon logiciel, et puis ensuite je vais créer pour chaque webinar un workflow d'emails qui est plus ou moins élaboré. Des fois, ça va être de 2 emails à 10 emails. Ça dépend quel est mon objectif à ce moment-là. Et ça dépend aussi des contenus que j'ai à disposition autour du thème qui a été abordé pendant le webinar. Ça peut être des articles
qu'on a écrits. Ça peut être des infographies, ça peut être des livres blancs, ça peut être des modèles des documents plus interactifs, typiquement le modèle de cahier des charges. Voilà, le but, c'est vraiment d'apporter un maximum d'outils et d'informations, mais qui tournent autour du thème du webinaire qu'on a abordé. D'accord. Ce que je voulais dire, mes revenus, il y a un point important, je pense. Moi, je le vois aussi souvent avec mes clients, mes prospects. Qui prend la parole? Qui anime le webinaire? Est-ce qu'on met un commercial? Est-ce qu'on met pas un commercial? Est-ce qu'on met le marketing? Est-ce qu'on met un expert produit? Comment vous, chez Oxatis, choisissez la bonne personne? Parce que c'est aussi, c'est lui qui va humaniser le logo. Je pense que c'est très important. Le webinaire permet de raccourcir les distances et il humanise la marque. Est-ce qu'il faut un top orateur? Ce choix, comment tu le fais? Alors, un top orateur, on a forcément des personnes des fois qui arrivent à mieux animer entre guillemets que d'autres, mais encore une fois, je pense que la personne qui participe, c'est pas ça qu'elle va attendre, elle va attendre le conseil. C'est-à-dire que si on décide de faire un webinaire qui est orienté très produit sur la solution qu'on a envie de vendre à notre prospect, on peut animer avec un commercial. Si j'ai envie de partager une expertise qu'on a sur du référencement, par exemple, pour augmenter la visibilité de son site internet, on va prendre un expert qui est spécialisé dans le référencement. Si on a envie de montrer la réussite qu'un client a eue chez nous, comment est-ce qu'il a pu réussir sa transformation digitale, on va pourquoi pas proposer à l'un de nos clients de témoigner et justement d'apporter son expertise aux participants. D'accord, ok, super, merci, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que parfois, les clients se mettent une barrière. Je ne sais pas qui prend la parole. Parfois, je ne sais pas comment trouver le sujet, ou je ne sais pas qui prend la parole. Et effectivement, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs configurations qui sont possibles. Le tout, c'est d'y aller, je pense, et de se lancer. On va passer aux 2 dernières slides. On est en train de déborder un tout petit peu sur le timing. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Sandra va tout de suite nous parler aussi un peu de LSA, qui est un média très fort dans cet écosystème du retail, du e-commerce, de la distribution. Et c'est aussi l'enjeu de dire, tiens, si je veux toucher ces acteurs, retail, e-commerce et distribution, LSA semble être le bon média. LSA est le bon média et surtout LSA va accompagner et vous accompagner dans ces questions de thématiques, de choix, vous accompagner aussi sur le contenu. Donc ça peut être des choses intéressantes effectivement pour vous qui hésitez encore à passer le pas, on va dire, de faire des webinars. Après, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la marque LSA, on a 60 ans d'existence. On est arrivé sur le marché avec le premier supermarché français à Rueil-Malmaison le 15 octobre 1958. Et de ce fait, en fait, on a une réelle expertise sur ce secteur d'activité, sur le domaine de la grande conso et de la distribution. Et on a pour vocation, en fait, à accompagner nos clients dans l'innovation, dans le changement, dans la transformation, en fait, de leur marché et de leur univers. Et l'idée, en fait, c'est qu'on est surtout un média qui est plurimédia, où on a plusieurs offres possibles, dont un magazine avec 20 000 abonnés. On fédère, en fait, une communauté qui est très forte, très fidèle et très importante, notamment aussi avec des événements. On en organise une vingtaine avec un peu plus de 3000 participants toute l'année. On a également une base de données 100% B2B avec un peu plus de 218 000 contacts. Et on a des newsletters thématiques hebdomadaires, des 11 newsletters aussi qui sont verticales et transverses avec un peu plus de 150 000 abonnés. Et en fait, toute cette communauté nous permet aussi, via les sites internet, lsa.fr, LSA Commerce Connecté, en fait, de générer énormément de trafic, de générer une population ultra ciblée et nous permet en fait d'accompagner nos clients dans leurs choix stratégiques et de les accompagner en fait sur une cible ultra affinitaire. C'est-à-dire que vous avez une cible B2B, vous avez des fonctions, comme tu disais, très spécifiques. Nous, notre objectif, ça va être d'accompagner nos clients et d'aller leur permettre d'adresser la bonne cible, le cœur de cible, au bon moment avec le bon message. D'accord, c'est-à-dire que dans vos bases de données, vous avez quoi? Du directeur marketing, du directeur relations clients, du directeur achat, directeur général, retail, grande distribution? Tout à fait. Les acteurs en fait de la grande distribution, de la grande conso, du retail, que ce soit alimentaire, non alimentaire, de la distribution jusqu'à l'industriel. D'accord. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui était assez intéressant avant de passer au dernier slide. Les clients qui font du webinaire avec LSA peuvent bénéficier des équipes
rédactionnel de LSA pour les accompagner dans le choix du sujet, dans la rédaction du sujet, voire même dans l'animation, la co-animation comme on le fait aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est assez interactif, assez convivial. Voilà, tes équipes peuvent participer à élaborer avec le client, avec l'annonceur. Tout à fait. L'idée, en fait, c'est qu'on détermine avec un client ses besoins. Il a besoin effectivement de faire du nurturing, il a besoin d'aller chercher du lead qualifié, de faire de la détermination de projet. L'idée, c'est qu'on détermine en amont avec lui tous ses besoins et on l'accompagne en fait sur la longueur en fait du choix de sa thématique jusqu'à la diffusion derrière de son webinar. L'objectif, en fait, c'est vraiment de ne pas le laisser seul. Et on a des équipes, encore une fois, qui sont professionnelles, une équipe de journalistes dont c'est le métier, avec cette expertise de plus de 60 ans, qui font qu'on sait pertinemment, en fait, quelles sont les attentes du marché, quelles sont les lacunes du marché, ou là où on a besoin d'aller chercher des informations. Donc, c'est cette expertise qui nous permet d'accompagner au mieux, en fait, nos clients sur un fichier cœur de cible et sur une cible complètement affinitaire. Super, très intéressant. Dernière slide, très intéressante aussi je trouve. Est-ce que tu peux nous détailler justement un peu les plans de com? Quel plan de com on fait pour générer du trafic? Morgane nous a fait son retour d'expérience. Moi j'ai envie de comprendre chez LSA, quelles actions de communication vous mettez en place pour générer de l'audience dans les salles de webinaire de vos annonceurs? En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on commence à faire un webinar avec nos clients, il faut grosso modo 2 mois et pendant 2 mois, en fait, le client va bénéficier en amont et en aval d'une très forte, en fait, d'un très fort plan de communication. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner on va utiliser la force de frappe de LSA, de son site internet, de sa base de données, emailing, etc., pour justement aller chercher, aller recruter le cœur de cible. Et donc l'idée, en fait, c'est que pendant 2 mois, on va faire du pavé, de la méga bannière, de l'infeed. On va aller chercher, on va les drainer, on va les récupérer et puis chercher en fait des inscriptions et mobiliser l'audience pour qu'in fine, en fait, le webinar soit un succès, que le client soit satisfait, qu'il ait satisfaction avec son cœur de cible et qu'on puisse y délivrer des leads qualifiés. Là, dernièrement, on a fait 2 webinars, un sur des thématiques qui sont assez pointues comme la relation client ou les moyens de paiement. Voilà, c'est typiquement des sujets qui sont en affinité avec notre cœur de cible et qui intéressent du coup nos lecteurs et notre audience. On a réussi en fait à avoir plus d'une centaine de participants et de leads délivrés sur chacun des webinaires. D'accord. Ok, super. Donc en résumé, il y a trois actions de communication principales. Pavé méga bannière, donc visibilité sur le site LSA, effectivement. Tu l'as pas dit, mais tu me l'as dit tout à l'heure, des in-feed, qui sont des petits articles, c'est ça qu'on retrouve dans différents des articles sponsorisés qu'on retrouve en fait dans le flux des articles de nos journalistes, avec un contenu bien identifié, contenu proposé par. Et l'avantage en fait, c'est que nos lecteurs vont aller sur ces contenus, cliquer dessus et être renvoyés sur les pages d'inscription pour le webinaire. D'accord. Et puis le dernier levier qui est l'emailing, vous allez sélectionner grâce aux critères de définition des fameux MQL ou du persona marketing de vos annonceurs dans vos bases, les 210 000 contacts, grosso modo ce que tu as dit tout à l'heure. 218 000, pardon. À peu près, donc jusqu'à 10 000 contacts cœur de cible pour adresser des emailing. Exactement. 1 fois, 2 fois, etc. pour générer des inscrits. Voilà, on se pose en amont avec le client, on détermine son cœur de cible et ce qui nous permet derrière d'aller chercher ses besoins. Et le client récupère jusqu'à une centaine de participants, de contacts engagés, ceux qui ont visionné, soit en live, soit en replay à l'issue du webinaire. Tout à fait. D'accord. Ok, super. Est-ce que Morgane, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire? Morgane, Sandra? Moi, c'était très clair. Je dois dire, j'étais en pleine écoute. Donc, voilà, la question que j'allais poser, c'était justement combien est-ce que de leads vous arrivez à avoir généralement avec ce mode de dispositif? On s'engage jusqu'à une centaine de leads en fait par webinar diffusé. D'accord, donc voilà. Super. Et comme tu le disais tout avant, tout dépend du sujet. J'ai envie de dire. Exactement. Sur un sujet d'évangélisation, effectivement, on va arriver assez facilement avec des guillemets, générer les 100 leads sur des sujets très spécifiques, peut-être 20, 30, 40 cœurs de cible engagés. Effectivement, en tout cas, il y a un engagement jusqu'à 100 contacts engagés, comme on aime bien les nommer, par webinaire. D'accord ? Merci vraiment à toutes les deux d'avoir fait ce partage d'expérience, cette discussion très agréable. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. N'hésitez pas, chère audience, à nous poser vos questions. On est encore là quelques minutes. On a un tout petit peu débordé sur le timing. Mais posez-nous vos questions si vous en avez. On y répondra avec plaisir. Moi, Morgane ou Sandra, avec plaisir. Puis en attendant les questions,
Peut-être que Sandra, tu peux nous chanter une chanson. Je ne vais pas vous faire cet affront, parce que vous venez du sud de Marseille, je ne voudrais pas que vous repartiez avec le mauvais temps. Mais les personnes ont été donc très attentives, j'imagine. Ouais, attentives. Là, je n'ai pas de questions pour l'instant. On va attendre quelques minutes. Les personnes sont timides. Où on a été très clair. Ouais. Alors, je regarde dans Et du mon coup, chat. Sandra, quel est le type de personnes qui souhaitent bénéficier de webinars sur votre plateforme? Enfin, utiliser justement ce levier? En fait, c'est assez large. On va être surtout sur des prestataires de services qui vont avoir besoin justement en fait de prouver leur expertise, de montrer leur expertise, parce que le marché est assez concurrentiel. Donc ça peut être très large. Ça peut être effectivement, comme je disais, des entreprises qui font des solutions de moyens de paiement, parce qu'il y en a beaucoup. Après, elles se valent pas forcément toutes et elles n'ont pas forcément toutes les mêmes leviers ou les mêmes dynamiques. Mais l'idée, voilà, c'est d'évangéliser, comme tu disais, de faire un entonnoir et d'aller de plus en plus dans le détail. Ok. Alors, j'ai une question. Ah. Peut-on, je pense qu'on l'a évoqué, mais c'est quand même intéressant du coup de réévoquer le sujet. Peut-on réutiliser des contenus existants comme un livre blanc pour construire son webinar, ou vous devez créer pour le webinar un contenu spécifique? Alors ça, je propose d'y répondre. Je t'en prie, merci. Alors moi, cette question, je l'aime beaucoup parce que justement, un livre blanc peut servir à un webinar et un webinar peut servir à un livre blanc. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très concret, chez Oxatis, on a fait un livre blanc qui est spécialisé sur le développement de l'activité en ligne en B2B. Et en fait, on note typiquement dans ce livre blanc quelles sont les fonctionnalités clés à avoir sur son site et on illustre ce livre blanc de cas très concrets de cas clients. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un webinar qui reprenait tous les éléments de ce livre blanc et à la fin, on a distribué le livre blanc. Donc là, en fait, si vous voulez, en termes de création de contenu, pour le webinar, on a gagné du temps parce qu'on avait déjà un livre blanc à disposition. En revanche, on peut avoir le cas inverse, c'est-à-dire on a un webinar, on veut expliquer quelles sont les étapes pour créer son site e-commerce et comment est-ce qu'on doit formaliser et structurer ses idées, son projet, ses objectifs. On va présenter ça et on aura un document qui nous servira plus du coup de support et typiquement ce sera le cas du cahier des charges. D'accord. Donc en fait, un livre blanc ou un contenu de manière générale peut venir supporter un webinar et inversement. D'accord. Les études peuvent aussi être un bon levier pour réaliser derrière un webinar avec une présentation, des chiffres, etc. Ça peut être aussi quelque chose de très valorisant pour la marque en se positionnant comme expert, en se posant des questions sur le marché auxquelles d'autres n'ont pas répondu. D'accord. Ok, super. J'ai 2 autres questions pour l'instant qui viennent d'arriver. Première des 2, doit-on forcément avoir un minimum de notoriété pour se mettre au webinar, pour animer des webinars? Mon avis personnel, bien évidemment non. C'est-à-dire que, est-ce que je dois avoir une notoriété minimum pour lancer des actions de marketing? Non. Tout le monde a le droit de faire ses webinars, tout le monde a le droit de lancer des actions de marketing, donc effectivement, il n'y a pas de notoriété minimum requise pour rentrer dans la grande famille des webinars. Vos avis, mesdames? Moi, je suis en phase avec toi. Pour le coup, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait pour une entreprise de commencer à évangéliser, de commencer justement à se faire connaître en apportant du contenu de qualité. Bien sûr, et en plus, ça permet d'avoir une interaction directe, de savoir à qui on parle. Et du coup, je pense que pour l'entreprise, effectivement, c'est un très bon canal pour commencer. Ouais. D'accord. Donc, comme dirait l'autre, venez comme vous êtes, quoi. Voilà, exactement. si vous voulez. Super. Autre question. À quelle fréquence, sur une année, organiser des webinars pour aller jusqu'au bout de l'entonnoir? Je vais répondre à ce que mon avis, puis comme toujours, je demanderai à mes invités d'y répondre. D'expérience, les clients choisissent quoi? Choisissent de parler de leur temps fort, de se caler sur leur temps fort annuel. Il y a en fonction des typologies de métiers, il y a des temps forts qui peuvent être des salons, qui peuvent être des lancements de produits, qui peuvent être plein d'actualités en lien avec cette entreprise. Donc elle va souvent associer l'animation du webinar, c'est-à-dire une visibilité sur un vertical comme LSA par exemple, pour parler de cette actualité. Donc tout dépend effectivement de son actualité, de ses temps forts. Et ensuite, on peut avoir des entonnoirs assez courts, j'ai envie de dire. 3 webinars suffisent à finir l'entonnoir. Vulgarisation, donc sujet découverte, sujet décision et sujet de closing. Donc voilà, 3 webinars suffisent. Le minimum requis, j'ai envie de dire, c'est 3 mois. En un trimestre, je peux faire l'entonnoir.
Et ensuite, en fonction d'autres actions marketing que je vais intercaler dans mon plan de marketing, des livres blancs, des salons, des prises de parole sur d'autres leviers. Bon, voilà, je vais étaler. On a des clients qui font 3 webinaires dans l'année, on a d'autres qui en font plus d'une dizaine. Voilà, mais voilà. Après, je t'en prie. Oui, après, je dirais, l'idée, c'est surtout de se laisser le temps de traiter derrière les leads. C'est aussi hyper important. Parce que enchaîner les webinars, ça peut être bien pour générer d'un seul coup beaucoup de leads, mais il faut avoir les structures derrière pour pouvoir, en tout cas, les traiter, que vos commerciaux ne soient pas sous l'eau. Parce qu'un lead qui n'est pas travaillé, on va dire, presque tout de suite après, c'est un lead, on va dire, qui refroidit. Donc, c'est aussi très important. D'accord. Morgane, sur la fréquence, toi qui, chez Oxatis, est plutôt un gros consommateur de webinars, pourquoi cette fréquence de quasiment un par mois ou parfois même un peu plus? Parce que, occuper l'espace, se montrer... Un par mois, en fait, c'est, si vous voulez, pour nous, le moyen d'avoir notre rendez-vous avec nos prospects. On sait que c'est le moment où on va éduquer, informer le prospect. Et ça, c'est quelque chose, déjà, pour nous, qui est très important, c'est de partager notre expertise. Et on voit que notre expertise est attendue. C'est pour ça qu'on a instauré cette fréquence. Après, pour répondre à la question sur le tunnel de conversion, je pense que, en fait, je repars du point que tu as dit, c'est à mon avis, ça dépend aussi des objectifs et contraintes aussi de la boîte sur présence à des salons, etc. Mais typiquement, nous, je sais que c'est très important et c'est pour ça qu'on en anime autant. C'est typiquement, vous voyez, on veut servir le client pour générer des ventes. Typiquement, ce que tu disais tout à l'heure dans les objectifs. On va se servir des soldes pour dire comment est-ce que vous pouvez optimiser les ventes sur votre site e-commerce grâce aux soldes. Sujet d'actualité. Exactement. Très ça va nous permettre de toucher un client. Donc, on n'est plus sur le même objectif. Oui. Mais on va quand même générer du chiffre d'affaires, mais via, sur une autre cible. Après, sur la cible prospect, effectivement, je pense qu'il faut au minimum 3 webinars pour vraiment pouvoir closer. C'est ça, bien sûr. Ok. J'ai encore une question et je pense qu'après on va arrêter puisqu'on est un peu hors délai. Mais n'hésitez pas quand même à poser vos questions. On y répondra avec plaisir peut-être après le webinar. À votre avis, les webinars sont-ils efficaces pour une cible B2B? D'accord? Je réponds en premier et puis comme d'habitude je laisse la place aux dames ensuite. Nous ne faisons quasiment que des webinars B2B. 99,9% B2B. Le 99,9%, le 0,1% des webinars B2C que l'on fait, ce sont des personnes qui veulent toucher les cadres pour leur vendre de la défisque ou d'autres solutions. Donc c'est du B2B2C. Donc oui, bien évidemment, les sujets sont très efficaces pour une cible B2B. Évidemment, je pense que quand on l'a vu tout à l'heure, les 60% de personnes qui vont consulter avant d'acheter ont parlé bien évidemment de statistiques B2B. Oxatis fait B2B, B2C, donc peut-être que, me semble-t-il, non, que tu fais que B2B. B2B, Oxatis fait que du B2B. Webikio fait quasiment que du B2B et LSA fait que du B2B. Que du B2B aussi, oui. Donc oui, pour ma part, c'est oui, bien évidemment, mesdames. Je confirme. Complètement d'accord. Ok, next one. Et oui, ça marche. Et oui, ça marche. x5, comme diraient les Américains. Five. Question intéressante. Allez, la dernière. Est-ce cohérent de reproduire des sujets? Alors, je réponds et je demande ensuite à mes invités. Oui, c'est cohérent de reproduire des sujets. C'est-à-dire que j'ai fait un entonnoir, on va dire 3 sujets. Donc là, hop, entonnoir, très ouvert, très fermé à la fin. J'identifie que dans cet entonnoir, j'ai un sujet qui surperforme. Bon, je vais le reproduire sur le 2e semestre. Si j'imaginais, je l'ai animé sur le 1er semestre, c'est pas la peine que je remue toute la terre entière pour trouver un nouveau sujet. Je l'ai, le sujet qui performe. Je le rejoue. À condition, effectivement, qu'en fonction de mes KPI, donc mes key factors, mes éléments d'analyse, ça, ce sont mes objectifs. S'ils sont performants, je le rejoue. Et je passe la parole à Morgane, il me semble que tu rejoues des sujets. Complètement, déjà parce que c'est effectivement les sujets qui marchent, il ne faut pas réinventer la roue. On repart de ça en se disant qu'est-ce que je peux améliorer justement par rapport à ça. Quelles ont été les questions qui m'ont été posées pendant le premier webinar auxquelles je vais pouvoir répondre si je rejoue ce thème-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qui est très intéressant parce que ça nous permet aussi de gagner du temps en termes de production de contenu. Bien sûr. Si on a quelque chose qui marche, on n'est pas obligé de remobiliser une personne pendant tant d'heures pour refaire tout un contenu de webinaire. Une question, et après on arrête, ça c'est Simon qui pose la question. Je rebondis sur ce que tu dis. Combien de temps tu mets pour préparer un webinar?
Honnêtement, tout dépend du thème. D'accord. Et tout dépend si je l'anime avec un client, si je l'anime seul, si je l'anime avec un expert. En moyenne, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va nous falloir, en termes de production de contenu, une bonne journée, voire 2 bonnes journées. D'accord. Ensuite, il faut penser à la phase d'animation, donc faire les tests, l'animation, donc ça, il faut compter une demi-journée. Et ensuite, il y a le traitement des leads, donc qui est-ce qu'on envoie aux commerciaux, qui est-ce qu'on va intégrer dans un scénario de marketing automation, qui est-ce qu'on va... Enfin voilà, tous les process différents. Moi, je compte là une demi-journée aussi. Puis on a aussi tout le plan de com pour pouvoir les inviter au webinaire, en plus de vous, ce que vous faites. D'accord. Mais nous, généralement, on essaie de solliciter un petit peu nos bases. Il faut compter pour un nouveau webinaire, du coup, pas pour un thème qu'on réutilise, mais pour un nouveau webinaire, moi, je compterais 3 jours de travail pour faire quelque chose de vraiment propre. D'accord. Que ce soit avant, pendant, après. Ça a le mérite d'être clair. Et je rebondis, dernier rebond, après on arrête, on coupe tout, la lumière. Ce qu'a dit Morgane est super intéressant. Bien évidemment, LSA met en place des plans de communication qu'on a détaillés. Bien évidemment également, LSA, Webikeo, nous transmettons des liens, donc des URL traqués pour que l'annonceur, ici Oxatis dans l'exemple, puisse inviter ses bases. Hein, on l'a vu, Morgane va nurturer ses prospects, va inviter ses clients. Donc on va lui transmettre des liens traqués qui vont lui permettre de faire de l'emailing, campagne email, des bannières éventuellement sur son site web et des posts sur les réseaux sociaux. Hein. L'idée, c'est vraiment que les deux audiences se rejoignent sur un webinaire. Voilà. Je ne sais pas s'il reste des questions, mais comme nous n'avons qu'une parole, nous allons arrêter là. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir joué le jeu, d'avoir été là. Et merci à l'audience d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Simon, merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.